On a le plaisir de retrouver Jonathan, notre expert marché financier. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Une question simple. Le CAC est à des niveaux records. Que faut-il faire? Stop ou encore? Ça dépend de votre horizon de placement. Si vous avez besoin d'argent à très court terme, prenez vos gains et puis allez faire ce que vous avez à faire. Si en revanche, vous êtes un investisseur de long terme. De long terme, c'est quoi? C'est quelques années. Donc 2-3 ans? 2-3. Sur les actions, l'horizon de placement est de 5 à 8 ans. Non, mais si on est rentré déjà il y a 2 ans, on peut se dire... si vous avez encore quelques années, 3-4 ans devant vous, effectivement, il y a du sens de rester sur les actions. En fait, ce que je voudrais rappeler quand même, au-delà de l'horizon de placement, c'est que sur les marchés financiers, c'est vrai sur les actions, c'est vrai sur n'importe quel marché coté, il n'y a pas de free lunch. Si on se pose cette question, c'est que vous dites c'est cher, il y a des nuages dans le ciel, probablement qu'il y a ça derrière votre question, on le lit partout, l'économie tangue un petit peu, on a des inquiétudes, le pouvoir d'achat, l'inflation et d'autres sujets. Et pour autant, le CAC est haut, le CAC est cher. Mais on est toujours dans cette situation. Vous n'achèterez jamais en vous disant « j'achète pas cher ». Vous aurez toujours l'impression d'acheter cher. Cette question en fait que vous posez aujourd'hui, on se la pose à tout moment. En fait. C'est intéressant, ça c'est un vrai biais psychologique. Même si le CAC dévissait de 30%, ça voudrait dire qu'il y a des craintes encore plus grandes et ça nous semblerait aussi cher. Exactement en fait. Lorsqu'il y a une crise aiguë, à ce moment-là, vous n'avez pas envie d'acheter parce que les risques vous paraissent démentiels et même à ce prix-là, vous dites c'est encore trop cher en fait. Ouais, donc c'est le paradoxe de la bourse. On n'a jamais envie d'acheter finalement qu'il y ait une crise ou qu'il fasse beau temps. Exactement. Donc il faut se poser la question, sur mon horizon de placement, est-ce que j'ai des perspectives suffisantes? Est-ce que j'ai un intérêt à aller sur cette classe d'actifs et au sein de la classe d'actifs? Est-ce que j'ai pas des choses à arbitrer? Alors, on peut se poser la question de façon aussi un peu plus factuelle en regardant le contexte économique parce que il y a en effet des choses très, très concrètes avec quand même cette petite musique, vous le disiez, et notamment aux États-Unis qui monte sur un risque de ralentissement important, peut-être une récession. Oui, clairement, en fait, de plus en plus, on se rend compte qu'on va vers la récession, mais en même temps, on le dit depuis des mois et des mois. Et on la voit pas venir. Ça fait au moins 1 an que je le répète ici devant vous. Il y a une récession qui se profile. Elle n'est pas encore arrivée. Est-ce qu'elle va arriver? Probablement, peut-être, mais il n'y a rien de certain, en fait. Et avec un paradoxe, parce que certains se réjouissent même de ce ralentissement, parce que ça voudrait dire que les banques centrales pourraient, à ce moment-là, arrêter les hausses des taux. Alors, complètement. Ce qui avait expliqué la baisse des marchés actions, c'était la hausse des taux très rapide, le fait que les banques centrales étaient en retard. Elles ont dû remonter les taux à une vitesse inouïe, jamais observée en 40 ans. C'est ça qui a freiné le marché actions. On se dit aujourd'hui peut-être que les banques centrales vont continuer à remonter un peu les taux, mais on a fait l'essentiel du chemin. Elles ne vont pas aller très loin par rapport au niveau actuel. Donc le frein qu'on avait sur le marché il y a quelques mois est derrière nous. Maintenant, il y a quand même un frein dont il faut qu'on parle. Il y a quand même une limite bien réelle et il y a un caractère récessif. Vous ne m'avez pas encore posé de questions par rapport à la crise bancaire. Non, on a parlé de SVB il y a un mois. C'est ça pour vous le frein? Le frein, alors c'est pas tellement la crise bancaire en tant que telle. Le risque de crise systémique, de crise bancaire, de bank run me paraît amoindri aujourd'hui. Ce risque me paraît très faible. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe une raréfaction des crédits. Toutes les banques, en fait, diminuent sensiblement les encours de crédit, les octrois de crédit. Ce qui nous ramène au risque de récession aussi. Et ça, voilà. Ça, par contre, c'est un caractère extrêmement récessif. Ça peut provoquer la récession dans les mois qui viennent. C'était toute la stratégie des banques centrales, finalement, pour essayer d'éteindre cette inflation galopante, de monter les taux au risque, finalement, d'entrer en récession, parce que c'est le meilleur moyen d'arrêter une inflation galopante. Oui, mais ce qui a provoqué, en fait, l'arrêt des crédits, c'est plus cette fameuse crise bancaire aiguë qu'on a connue, cette flash crise bancaire qui provoque ça que la hausse des taux des banques centrales. Est-ce que vous voyez une différence de destin à court terme ou à moyen terme entre l'Europe et les États-Unis au niveau économique et au niveau financier? Disons que le CAC 40, si on compare les marchés actions, est au plus haut. Ce n'est pas le cas des marchés américains. Il y a encore 20% à peu près par rapport au plus haut. Selon les indices, le Standard & Poor's 500, c'est 16% précisément.
Donc de ce point de vue-là, le marché action français paraît un peu plus cher. Maintenant, ça s'explique aussi par les secteurs, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. La composition des marchés actions est très importante. On est très dépendant du luxe en France. Ce n'est pas d'ailleurs représentatif de l'économie française. LVMH, Hermès, ce n'est pas l'économie française. C'est plutôt l'économie mondiale, c'est plutôt l'Asie en fait. Donc eux, ils sont très sensibles à un point en particulier, la réouverture du marché chinois. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises américaines. Donc, de ce point de vue-là, la période qui vient de s'écouler a été très favorable à ces entreprises-là. On est peut-être sur un point haut pour le luxe, pour le coup, ce qui est moins le cas pour d'autres secteurs. Si vous prenez le CAC 40 ou le Eurostoxx 50, l'essentiel de la hausse de ces dernières semaines s'explique par les valeurs qui ont la plus forte capitalisation. Vous prenez 10% des entreprises les plus capitalisées, ils expliquent l'essentiel de la hausse des indices. Les autres entreprises ne progressent pas. En fait. Ça se justifie comment? Il y a une espèce de refuge, c'est plus considéré comme des valeurs refuges, le plus gros et le plus fort? Je crois qu'en fait, c'est un peu le fruit de ce qu'on a connu ces derniers mois, ces derniers trimestres. Ce qui constitue les plus grosses capitalisations, c'est le luxe. Et comme le luxe continue à progresser, le luxe progresse grâce à l'ouverture du marché chinois, grâce aussi, dans le contexte inflationniste, c'est un des secteurs qui arrive à relever les prix sans difficulté. Ils ont un pricing power, comme on dit. Les autres entreprises plus petites, elles, c'est plutôt l'inverse. Elles ont mangé leur pain blanc, parce que ça, c'est aussi un des risques qui pèse sur elles. Elles ont relevé les prix sensiblement dans le contexte inflationniste, mais les autorités commence à leur tomber dessus. C'est pas très grave si Dior augmente son sac et s'il y a moins de gens qui peuvent acheter un sac Dior. Par contre, si on ne peut pas acheter des produits de première nécessité, ça c'est nettement plus grave. Donc là, ces entreprises-là risquent d'avoir des trimestres un peu plus difficiles à l'avenir. Alors, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas lire dans le futur. En revanche, on peut faire des scénarios. Ce scénario récessif qu'on annonce depuis des mois, on le rappelait, et qui n'est toujours pas là, mais qu'on continue d'annoncer, s'il intervenait dans les prochains mois, quelles pourraient être les conséquences selon vous? Alors, si on regarde du point de vue statistique, les crises précédentes, quel a été l'impact sur les bourses? En moyenne, les bourses perdent 30% lorsqu'il y a une crise. Maintenant, entre les crises les plus importantes et les moins importantes, il y a quand même un écart type qui est pas négligeable. Là, s'il y a une récession, c'est vraiment un impact conjoncturel. Donc c'est un refroidissement de l'économie. Il n'y a pas vraiment de risque systémique qui se profile, en fait. Donc l'impact sur les bourses devrait être beaucoup plus limité que les crises par le passé. Donc si je vous entends, derrière ça, il y a l'idée, pour peu qu'on ait un horizon de moyen terme, comme on le rappelait au départ, de plutôt rester investi, rester exposé au marché financier boursier. Exactement, parce qu'en fait, la difficulté de sortir sur un moment comme celui-là, c'est de rater le train lorsqu'il redémarre. La tendance, elle est quand même haussière sur le moyen terme. Vous n'êtes pas à l'abri non plus d'une nouvelle extraordinaire, du type fin de la guerre en Ukraine. Personne n'a prédit la guerre en Ukraine, n'a prédit à quel moment elle arriverait. Personne ne prédira à quel moment elle s'arrêtera. Ça aura un effet très positif sur les bourses. Extrêmement positif. Une part importante de l'inflation est liée à la guerre en Ukraine. L'énergie, le prix de l'énergie est en partie lié en fait au contexte géopolitique. Donc tout ça va faire rebaisser un petit peu les pressions inflationnistes et donc faire baisser les taux d'intérêt et donc faire remonter les actifs risqués comme les actions. Merci Jonathan pour ce décryptage. On note toujours cet optimisme qui vous caractérise et qui réussit souvent d'ailleurs dans vos analyses. Merci pour cette analyse des marchés financiers. On va s'intéresser maintenant aux produits structurés de nouvelle génération.